Mesdames et messieurs, cher public, l'année 2012 a été un grand millésime pour l'épigraphie attique, car c'est l'été dernier, lors du 14e congrès d'épigraphie grecque et latine tenu à Berlin, que furent présentés les deux premiers volumes d'un nouveau recueil des inscriptions grecques d'Athènes, postérieur à l'Archonta d'Euclide, c'est-à-dire à 403-2 avant Jésus-Christ, année qui marque l'adoption officielle par les Athéniens, au sortir de la guerre du Péloponnèse, d'un alphabet réformé, mieux adapté à la transcription de leur langue que le vieil alphabet attique. Les documents antérieurs à cette date avaient déjà fait l'objet, aux alentours de 1980, d'une nouvelle édition, la troisième, à être réalisée en un peu plus d'un siècle par l'Académie de Berlin. Depuis une vingtaine d'années, c'est sous l'énergique direction de l'épigraphiste Klaus Allof que se poursuit avec succès la publication des Inscriptiones Graecae et plus spécialement, en l'occurrence, des Inscriptiones Atticae. Vous avez la préface dans votre dossier. Il s'agit d'une entreprise immense, dont on n'a certes ici que l'amorce, mais ce début est d'une importance considérable, à la fois comme signe de la volonté d'aboutir, et surtout en raison du nombre déjà remarquable d'inscriptions rééditées dans ces deux premiers fascicules et de la portée historique de nombre d'entre elles. L'ampleur du projet et la proportion de la tâche restante par rapport à celle qui vient d'être accomplie ressortent clairement des tableaux que le docteur Allof a insérés dans sa Praefatio Totius Operis, l'introduction générale, pour le dire en une langue vernaculaire, infiniment moins noble que ne l'est le très beau latin pratiqué par cet épigraphiste de haut vol. Les deux fascicules parus en 2012 sont en effet que le tiers de la première partie, laquelle n'est à son tour que le 1/7 du tout. De façon assurément très raisonnable, le recueil a été subdivisé selon deux axes, celui des catégories qui distinguent les inscriptions d'après leur contenu et leur nature. Les leges d'abord, leges et decreta, les décisions votées par le peuple d'Athènes, à l'exception donc des décrets émanant des dèmes, des tribus, d'autres associations, les tabulae magistratum, les comptes et inventaires, dressés par divers collèges de magistrats financiers, les catalogues, les listes officielles, sauf celles cependant qui sont directement associées à un décret conservé, les dedicationes et tituli sacri, les inscriptions de caractère religieux donc, mais à l'exception notable des lois sacrées, considérées à juste titre comme des décrets émanant de la cité. Les tituli honorarii, les inscriptions honorifiques sans dédicace à une divinité, gravées notamment sur les piédestaux de statues. C'est un genre qui va en se développant, vous le savez, avec l'époque hellénistique et qui devient quasiment prépondérant à l'époque impériale. Les instrumenta iuris privati, les tituli aedificatorii varia, c'est-à-dire les actes émanant d'associations privées, les contrats de vente ou de location, les bornes hypothécaires, etc. Et enfin, les tituli sepulcrales, les l'énorme masse des inscriptions funéraires qui forment l'infanterie, si l'on peut dire, de l'épigraphie attique comme de toute épigraphie gréco-romaine. Voilà donc pour les catégories. L'autre subdivision est bien entendu de nature chronologique, mais elle ne vaut véritablement que pour les premières catégories, celles des documents publics, essentiellement les lois, les décrets, les inventaires, les catalogues civiques. Il faut s'arrêter un instant sur ce classement temporel qui a déterminé le cadre des deux fascicules publiés, en examinant plus particulièrement la fourchette chronologique adoptée dans celui dont nous allons nous occuper
en priorité aujourd'hui. Comme on le voit par la page de titre, ce fascicule 2 de la première série, celle des lois et décrets, dont l'auteur est l'épigraphiste britannique Stephen Lambert, porte sur la période 352-1, 322-1 avant Jésus-Christ, tandis que le fascicule précédent, confié aux soins de l'épigraphiste grec Angelos Mathéou, réunira les lois et décrets de la période allant de 403-2 à 353-2. Le choix de la date de départ s'imposait, on l'a vu, de manière contraignante, pour des raisons à la fois épigraphiques et historiques. Très claire est également la césure de 322-1, une année après la mort d'Alexandre, la fin de la guerre lamiaque, dite aussi guerre hellénique, qui marque le moment où Athènes doit reconnaître pleinement la suzeraineté du pouvoir macédonien, renoncer à sa domination sur l'île de Samos et sur le territoire d'Oropos, troquer même sa constitution démocratique pour un régime censitaire. Bref, un tournant de première grandeur. On ne peut pas en dire autant de la date intermédiaire 352. De quoi s'agit-il? Le lecteur qui aurait l'impertinence de s'interroger là-dessus ne trouvera pas de réponse dans le nouveau fascicule. Il se tournera alors, plein d'espoir, vers le volume où Stephen Lambert a eu la bonne idée de regrouper en cette même année 2012 ses travaux préparatoires, Epigraphical Essays, sur les lois et décrets destinés à entrer dans son corpus. Mais là non plus, il n'y a pas un mot d'explication, sauf omission de ma part. Mesurant dès cet instant l'étendue de son ignorance, le profane ira consulter quelques manuels d'histoire grecque. Par exemple, celui du regretté Pierre Carlier, pour chercher à découvrir enfin quel cataclysme a bien pu se produire en l'an 352. Il s'avisera certes qu'à cette date, les choses n'allaient pas très fort pour Athènes, la cité étant déjà confrontée à la montée en puissance du roi Philippe II de Macédoine. De fait, c'est en 351 que commence la série des Philippiques de Démosthène, où le grand orateur essaya d'engager ses compatriotes à un changement radical de leur politique vis-à-vis de leur adversaire. Le triste état de vos affaires, leur dit-il, tient à ce que vous n'avez rien fait de ce qu'il fallait faire. Mais cette circonstance ne marque en aucune façon un tournant pour Athènes, pas d'événement majeur à signaler en 352, si ce n'est une victoire de Philippe, certes importante, sur les Thessaliens en 352, vous voyez vous-même, qui va marquer une avance du roi de Macédoine, mais qui n'est pas un événement majeur comparable à ceux de 356, par exemple, de 346, la paix de Philocrate, ou évidemment de 338, la défaite de Chéronée. Ce n'est donc pas du côté de l'histoire qu'il faut chercher l'explication de ce choix. Si en revanche on regarde du côté de l'épigraphie, on comprendra au moins une chose, c'est que l'apparition de ce terminus chronologique, 353-2, chez les spécialistes, à tout le moins, se produit dès la deuxième édition des inscriptions attiques, celle de Johannes Kirchner, à partir de 1913, qui était jusqu'ici, et reste encore provisoirement, longtemps sans doute, la référence obligée pour beaucoup d'inscriptions. Mais il s'agit là seulement d'une rubrique à l'intérieur du volume 1 des Decreta et Leges, lequel embrassait en fait toute la période allant de 403 à 229. Kirchner, il est vrai, s'est montré lui aussi extrêmement discret sur les raisons de ce choix. Il laisse voir néanmoins, pour qui examine son classement de plus près, quelle en est la justification. Car à la fin du XIXe siècle déjà, l'édition des nombreux textes fournis alors par les fouilles de l'Acropole avait amené les épigraphistes à constater que vers 350
se produisait un changement assez notable dans la scripturae ratio, comme on disait alors. Il faut entendre par là, non pas, comme on le croit parfois, la gravure des inscriptions, disons leur paléographie ou leur style, si l'on préfère, mais la manière plus ou moins systématique dont y sont notées certaines particularités phonétiques, en particulier la fausse diphtongue ou, qui est rendue d'abord par un simple omicron, puis de plus en plus par omicron upsilon, graphie devenue canonique dans les textes grecs jusqu'à nos jours. Ainsi, pour le mot boulet, qui dans un seul et même document de l'année 346 que vous avez sous les yeux, peut se trouver noté tantôt à l'ancienne, tantôt, on le voit, à la moderne, bolet, boulet, à la même ligne. Cette évolution de l'orthographe typique du milieu du IVe siècle a été parfaitement analysée dans tous ses détails par l'américain Leslie Treater au tome 1 de sa Grammar of Attic Inscriptions. C'est donc un premier critère, mais encore assez flou. Il s'en ajoute un autre, bien plus précis, et d'ordre institutionnel, celui-là, qui fut observé dès 1888, et d'abord par l'épigraphiste français Paul Foucard, premier titulaire d'une chaire d'épigraphie grecque au Collège de France. C'est que, à partir de l'année 353, le nom de l'auteur d'un projet de décret ou de loi est accompagné du nom de son père et du démotique. Il est identifié patrotène, comme on disait, kaitou demu. Désormais, on dira Démosthenes, Démosthenous, Paianius, Eipen, Démosthène, fils de Démosthène, du dème de Paeania, a proposé, et non plus simplement Thémistoclès Eipen. À noter que dans le fameux décret prétendument proposé par Thémistocle en 480, juste avant Salamine, le patronyme et le démotique sont inscrits dans la pierre qui nous a été conservée, ce qui a été précisément un argument décisif pour prouver l'inauthenticité de ce document. Ainsi, un décret des alentours de 350 peut, en bien des cas, se distinguer d'un décret voté, disons, vers 355, même lorsque le nom de l'archonte fait défaut. Il n'en reste pas moins vrai que, sur le plan de l'histoire politique, le choix de cette date paraît un peu arbitraire, par comparaison surtout avec les deux grands tournants de 403 et de 322. À bien des égards, il eût mieux valu opter pour l'année 356-5, qui, sans marquer une rupture de la même ampleur, correspond à un véritable changement d'orientation pour Athènes, puisque c'est le moment où la cité se voit entraînée dans une guerre qu'elle n'a pas voulu contre plusieurs de ses principaux alliés. Et c'est l'époque aussi où le vieux Xénophon propose à ses compatriotes, dans un traité intitulé Poroi, il est revenu, des moyens variés pour renflouer les caisses de l'État athénien, déjà. Et il se trouve que l'année 355 est aussi celle des débuts du jeune Démosthène dans la vie publique, avec son premier plaidoyer contre la loi de Leptine sur les honneurs. Bref, on n'attachera pas une importance démesurée à la césure épigraphique de 352-1. De toute façon, il aurait été charitable d'en expliquer la nature ou d'en rappeler la signification au lecteur, car ce très copieux recueil ne devrait pas être réservé exclusivement aux atticotatoi anthropoi, aux hyper-spécialistes de l'Attique, même si sa consultation est rendue un peu difficile pour les profanes, du fait de sa rédaction en langue latine et de l'absence de traduction pour les inscriptions elles-mêmes. Avant d'en venir aux documents relatifs à l'EB, faisons encore 2 ou 3 observations d'ordre général. La première, pour constater que les textes nouveaux y sont relativement peu nombreux, une cinquantaine
sur près de 300. Par nouveau, j'entends ici non pas des documents inédits, car un corpus n'est certainement pas l'endroit idéal pour faire connaître un inédit absolu, mais des documents apparus depuis 1914, date du corpus de Kirchner. Cela tient largement, je pense, au fait que dans les 2 premiers tiers du IVe siècle, la plupart des décrets honorifiques et surtout l'ensemble des traités conclus avec les cités étrangères étaient gravés sur l'acropole même. Polei, comme disent les inscriptions, jusque vers 380 avant Jésus-Christ, quand le mot acropolis commence à s'imposer dans l'usage épigraphique également. Si l'on examine le lemme, la notice de présentation, des inscriptions recueillies dans le nouveau fascicule, on s'apercevra qu'elles sont très majoritairement des trouvailles acropolitaines, inventa in arche. Or, on le sait, les fouilles de l'acropole eurent lieu pour l'essentiel dans la seconde moitié du XIXe siècle. Autrement dit, dès avant 1914, on avait pu récolter la plus grande partie de ce qui était encore conservé sur le rocher sacré, après des siècles de déprédation et de remploi. Plus tard, les trouvailles fortuites de stèles jadis dressées sur l'acropole furent nécessairement moins nombreuses. À partir de 1933, c'est l'Agora donc ici, avec les fouilles américaines, qui livra la grosse masse des inscriptions nouvelles. Mais dans cette riche moisson, les documents publics remontant à l'époque de Démosthène font un peu figure d'exception. C'est qu'au milieu du IVe siècle, l'usage ne s'était pas encore répandu d'exposer sur l'agora autre chose que des lois. De fait, 3 textes législatifs d'importance majeure ont été trouvés par les archéologues américains. Cependant, les 2 plus considérables, qu'eut l'honneur de publier naguère l'excellent épigraphiste Ronald Stroud, datent l'un de 375-4, c'est la fameuse loi sur la frappe monétaire athénienne, l'autre de l'année suivante. Il s'agit d'un règlement très complexe sur la taxation des produits ou des céréales produites dans les cléroukies, dans les possessions athéniennes. Ces documents seront donc réédités seulement dans le fascicule 1, qui est encore à venir. Ils n'appartiennent pas à l'ensemble examiné ici. Une inscription, toutefois, d'importance équivalente, et elle aussi nouvelle au sens défini il y a un instant, figure néanmoins dans le fascicule de Stephen Lambert. C'est la loi élaborée par les nomothètes, vous l'avez dans votre dossier, pour prévenir toute tentative de renversement de la démocratie en faveur d'un régime autoritaire. Il s'agit d'une stèle intacte, surmontée d'un intéressant relief, qui fut découverte sur l'Agora en 1952 et publiée aussitôt par Benjamin Dean Merritt. C'est une des rares inscriptions grecques à avoir eu le privilège de faire la une dans la grande presse, notamment américaine, puis d'avoir été reproduite en quantité d'ouvrages, traduite, commentée par bien des historiens en dehors du cercle étroit des spécialistes. L'édition qui en est fournie maintenant et qui va servir bien longtemps de référence, donc IG2 320, est d'une sobriété sans doute exemplaire. 5 lignes de commentaires, en tout et pour tout. Brièveté qui paraît justifiée de prime abord par le fait que ce document est complet, aisé à comprendre et daté avec précision du printemps 336, quelques mois avant l'assassinat de Philippe II de Macédoine. Ne dispose-t-on pas au surplus de bien des instruments de travail pour en faire l'exégèse? Sans doute. Le problème, c'est que l'interprétation historique
n'en est pas univoque et que l'on aurait pu attendre quelques pistes de la part du nouvel éditeur. Certes, on lui est reconnaissant de signaler, entre autres petites difficultés, dans son apparat critique, que les proédroïs du préambule sont ceux du collège des nomothètes, des législateurs, non pas, comme le plus souvent, ceux de l'Assemblée du peuple, qui n'intervient pas à ce stade. On lui sait gré aussi d'avoir mis le lecteur en garde contre une confusion effectivement commise quelquefois concernant le bouleuterion qui vient à la fin, qui est un des lieux d'exposition pour l'une des deux stèles. Car ce bouleuterion, il faut y prendre garde, c'est la salle du Conseil de l'aréopage et tout aéropagou boulet, non pas du Conseil des 500, dont le lieu de réunion était déjà assez éloigné de la colline de l'aréopage. La colline est ici, et le lieu de réunion du Conseil était sur l'agora, à quand même un demi-kilomètre de distance. Mais sur la signification et la portée historique de la loi, Lambert se garde de prendre parti. Il se borne, pour ainsi dire, à rappeler que le promoteur de la loi, Eucratès du Pirée, il porte démotique, donc à cette date, c'est normal, fut, d'après quelques auteurs tardifs, condamné par les Macédoniens après la capitulation d'Athènes en 322, manifestement en même temps que la loi qu'il avait fait promulguer, nous dit le commentaire, manifesto una cum lege asse rogata. Cela implique cependant que cette loi ait eu, au printemps 336, un caractère nettement anti-macédonien. Or, comme nous l'avions vu ici même à 2 reprises, je crois, autrefois, cette interprétation n'est pas partagée par tout le monde, ce qui aurait dû être signalé d'un mot. De même, sur la compétence de l'aréopage et le rôle joué par les aréopagites en cette circonstance, suffisait-il de renvoyer à l'analyse intéressante de Wallace, de Areopagus Council, publié en 1989. Car la question se pose de savoir pourquoi les membres de ce conseil, formés des anciens archontes, se voient intimer l'ordre de ne pas se réunir en cas de renversement de la démocratie, sous peine de condamnation. Est-ce en raison d'une certaine méfiance des démocrates, après la défaite de Chéronée à 338, à l'égard d'un conseil restreint qui serait nécessairement de tendance oligarchique, donc potentiellement favorable à la mise à l'écart du régime démocratique, tandis que les promoteurs de la loi seraient, eux, d'ardents démocrates et donc des anti-macédoniens notoires. Telle est, en gros, l'opinion communiste. Mais il est permis de douter du bien fondé de cette interprétation, car l'aréopage n'était en aucune façon suspecté, ni par Démosthène, ni par Lycurgue, par exemple, d'être favorable à la Macédoine. En réalité, si les aréopagites sont visés par la loi, c'est parce qu'ils siègent de droit, sans élection, sans tirage au sort, à la différence des autres magistrats. Dès lors, même après un éventuel renversement du peuple, comme on disait, catalucis tu demo, le conseil de l'aréopage pourrait théoriquement continuer à se réunir en toute légalité et apporter par là, de façon non délibérée, sa caution au régime né du coup d'État. On voit ainsi que l'éditeur aurait rendu service au lecteur en prenant position dans ce débat. Il n'aurait pas été inutile non plus de rappeler d'un mot que cette loi athénienne de 336, loin d'être totalement isolée dans le monde grec, a des parallèles hors de l'Attique, à commencer par une loi pratiquement contemporaine, promulguée dans la toute proche cité d'Érétrie en 341 ou 340. Au lendemain de la libération de cette ville par les Athéniens, précisément. En publiant cette inscription
il y a 10 ans, j'avais en tout cas pu mettre en évidence les nombreux points de contact entre les clauses de cette loi EBN et la législation athénienne, celle de la nouvelle loi, comme aussi des extraits connus par les orateurs antiques. Un dernier mot à propos des nouveaux documents, nouveaux entre guillemets donc, publiés dans ce fascicule du corpus. Leur intérêt ne se mesure pas nécessairement au nombre de lettres conservées. J'aimerais attirer votre attention sur une stèle mutilée qui ne comporte plus qu'un seul mot, mais qui est intéressante parce qu'en lien avec une représentation figurée. C'est un fragment rangé parmi les Decreta Generis Incerti, ou Dubii, attribuables au troisième quart du IVe siècle. Vous notez la graphie Bolet, qui interdit de descendre beaucoup après, disons, 340. On a ainsi, dès cette époque, une personnification du Conseil. La Boulay, le Conseil des 500, très, très certainement, en l'occurrence. Cette figure féminine n'est certainement pas à mettre sur le même plan que la déesse Athéna, qui est à côté, et elle doit être vue comme, en quelque sorte, une émanation de cette divinité, qui est souvent caractérisée d'ailleurs par l'épiclèse Boulaïa, de la même façon que Nike, déesse de la victoire, est une émanation, en tout cas une déesse extrêmement proche d'Athéna. Ici, on voit qu'il y avait au moins un personnage, à coup sûr un mortel, car de taille nettement inférieure, à droite des deux figures féminines. Qui était cet homme? On peut exclure l'hypothèse d'un dédicant, car la Boulay ne saurait avoir fait l'objet d'un culte, surtout à cette date. Il ne peut pas s'agir non plus d'un bienfaiteur étranger qui aurait été couronné par la déesse. L'attitude serait, les gestes seraient certainement différents. Il ne reste donc guère que deux solutions. La première, c'est d'imaginer un collège de magistrats. Un collège de magistrats ayant des liens particulièrement étroits avec le conseil, par exemple des poletailles, les vendeurs publics qui donnaient à bail en adjudication les terres publiques. On aurait alors affaire à un document financier comme cet inventaire justement du sanctuaire d'Artémis Broronia avec 5 magistrats. La seconde solution, plus économique, est de voir dans le relief l'entête d'un contrat par lequel la Boulay, au nom de la cité, donc d'Athéna, donnait en adjudication à un ou deux individus le soin de réaliser une importante opération d'intérêt public. Or, il se trouve parmi les inscriptions de l'époque de Lycurgue un document qui ressortit précisément à cette catégorie. En effet, c'est le contrat réédité par Lambert sous le numéro 433. En effet, diverses études récentes ont permis d'établir qu'un certain Soclès, probablement un étranger, recevait la jouissance pendant 25 ans, sans doute en rapport avec la prospection ou l'exploitation de ressources naturelles, impossibles à définir exactement. Soclès était mis à l'abri de toute tentative pour contrecarrer ses plans. Les contrevenants devaient payer une amende au trésor d'Athéna, justement. Dès lors, il se pourrait que le morceau sculpté et le morceau gravé doivent être rapprochés. Cela ne paraît pas exclu sur le plan matériel. Ce qui est sûr, c'est que le document trouve un parallèle, comme cela a été noté par tous les commentateurs, dans une célèbre convention entre la cité d'Érétrie, encore elle, et un particulier, un étranger, du nom de Caïréphanès, en vue de l'assèchement d'un lac marécageux situé à Ptécaï, dans le territoire de cette cité, avec un bail là de 10 ans.
Or, la stèle érythréenne porte justement un relief de style attique. Et j'ai pu montrer naguère qu'était représentée, à gauche, la déesse Leto, munie d'un sceptre, non pas Apollon, comme on avait cru jusque-là, puis Artémise brandissant deux torches, enfin, au-delà de la cassure, un Apollon Cytharède, c'est-à-dire les trois divinités tutélaires des Érythréens. En face d'elle, il y avait juste la place, comme l'illustre maladroitement ce croquis, pour un personnage de taille plus petite, sans doute, qui n'était autre que l'entrepreneur chargé d'assécher le marais. Cet exemple, s'ajoutant à celui que fournit la loi contre la tyrannie, achève donc de montrer combien étaient étroits, à cette époque, les liens d'Athènes avec l'Eubée et la cité d'Érythrée en particulier. Cette cité, placée vis-à-vis d'Oropos, en un point stratégique de la route reliant la grande île à l'Attique. Alors que le passage par le pont de l'Eurype, à l'endroit le plus étroit, n'est aisé qu'en apparence pour un Athénien, puisqu'il lui faut traverser d'abord une région appartenant à ce pays béotien, souvent hostile. Jamais simples les relations attico-eubéennes. Elles furent assez chaotiques même, on peut dire, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Dans un mémoire de 1995, j'ai essayé de caractériser la situation comme étant celle d'une paix de 100 ans et d'un conflit en permanence. Paix de 100 ans, qu'est-ce à dire? L'expression ne se trouve certes chez aucun auteur ancien, mais j'ai pensé pouvoir restituer une telle clause dans un traité daté traditionnellement, et avec raison, je pense, de 394. C'est le décret IG-22-16. Il est vrai qu'un chercheur américain, Peter Krantz, a cru pouvoir établir, il y a une trentaine d'années, que cette alliance avec les Érythréens, Athènes l'aurait conclue dès les lendemains de sa capitulation sous le régime oligarchique des 30, en 403 déjà. Mais cette tentative malheureuse, totalement invraisemblable, puisque la cité d'Érythrée fut non seulement le fer de lance du soulèvement de l'Eubée contre Athènes en 411, mais qu'elle appuya les forces navales lacédémoniennes dans leur victoire sur la flotte d'Athènes à Aigos Potamos en 404, n'a eu pour effet que de semer la confusion chez les plus récents historiens. Espérons que l'éditeur du fascicule 1 du nouveau corpus saura démontrer définitivement, comme je me suis appliqué à le faire dès 1980, que les deux fragments non jointifs de ce traité appartiennent bien à l'Archontat d'Euboulides, 394-3, quand se noua une vaste coalition contre l'hégémonie de Sparte, guerre dite de Corinthe. Plus problématique, assurément, est la clause relative à la durée de l'alliance. Summachia. Jusqu'à mon article, personne ne doutait qu'on eût affaire à un traité perpétuel. Et Peter Krantz a cru pouvoir introduire cette notion aux lignes 7-9 de l'inscription au prix d'une restitution peu satisfaisante qui ne respectait pas les contraintes matérielles de la pierre. J'ai proposé pour ma part d'écrire ici « Uparken detas pondas ete hécaton », comme vous le voyez sur cette image, que le traité de paix dure 100 ans. Vous voyez qu'il reste le nu final, était hécaton. Seul supplément qui, me semble-t-il, s'accorde exactement aux traces des lettres et à l'espace disponible, qui est très strict. Quelques exemples d'une durée fixée à 100 ans, qui est une manière archaïque d'exprimer la perpétuité, étaient déjà connus par des traités non attiques des alentours de 500 avant Jésus-Christ. On en a encore un cas très remarquable, en 420, pour l'alliance
conclu entre Athènes et plusieurs cités péloponnésiennes, dont Thucydide reproduit scrupuleusement le texte en son livre 5, 47. Hécaton était, s'entend. Sans parler de celui qu'offre le traité de capitulation imposé par Rome à la cité étrusque de Caere, Cervetri, selon Tite-Live, livre 7, chapitre 20. Indutias que factas in centum annos. On verra donc si la nouvelle restitution, déjà bien accueillie, sinon formellement acceptée par d'autres épigraphistes, trouvera grâce aux yeux du futur éditeur, ou si Angelos Mattheu préférera s'en tenir au texte de ses plus lointains devanciers qui ne restituaient rien. Ce qui est sûr, c'est que le traité attico-érythréen de 394 n'eut pas une très longue période de validité, puisque dès 387, la paix d'Antalcidas, imposée aux Grecs par le grand roi des Perses, rendait caducs tous les accords antérieurs. Mais 10 ans plus tard, quand les Athéniens jetèrent les bases d'une nouvelle ligue contre la puissance de Sparte, sans rejeter pour autant la paix du roi, les Eubéens se rangèrent tous, plus ou moins spontanément, du côté d'Athènes, comme en témoigne, un document extrêmement connu, la liste attenante à la charte de 378-377 des crédits d'Aristoteles. On y voit en effet les Chalcidiens, Chalcidae, les Érythréens, les Charistiens, qui occupent une place bien en vue. Si les gens de la cité la plus septentrionale, Isthia, et les petites cités du nord ne sont pas encore mentionnés là, c'est que ces cités ne se libéreront qu'après coup. Et l'on voit maintenant, grâce à un fragment de traité tout nouvellement publié par nos collègues grecs Vassili Aravantinos et Nikolaos Papadarkadas, que les Istiens, avant de passer du côté d'Athènes, conclurent d'abord une alliance avec leurs libérateurs, les Thébains, eux-mêmes fraîchement libérés de l'occupation lacédémonienne depuis 379. Donc, un document tout à fait nouveau et intéressant, quoique, vous le voyez, mutilé. Mais la bonne entente entre les Eubéens et Athènes ne dura pas bien longtemps. Aussitôt après la victoire des Thébains sur les Lacédémoniens à Leuctre, 371, les cités eubéennes quittèrent la Ligue maritime pour rejoindre Thèbes, précisément, qui devient la puissance hégémonique et qui ne tarde pas à être elle-même en conflit avec Athènes, tout en restant formellement associée à la Ligue. Les causes de ce renversement des alliances furent sans doute multiples, mais l'une agit comme catalyseur. Pour ce qui est des Érythréens tout au moins, c'est la mainmise athénienne sur l'Oropie, en face d'Érythrée, vers 372 au plus tard, chose dont témoigne une belle inscription de l'Amphiaraïon d'Oropos, que tout le monde datait de l'époque de Lycurgue, c'est-à-dire des années 330, alors qu'elle doit remonter en réalité environ à 369 environ, comme le prouve un faisceau d'indices convergents qu'il m'a été donné de mettre en évidence en 1986. Ce décret du Conseil athénien, Dédoctae te bolei, graphie ancienne, ne figure pas, et pour cause, dans le volume de Lambert. C'est que cet épigraphiste, à la suite de plusieurs autres, depuis un quart de siècle, a accepté, et cela me réjouit bien évidemment, la nouvelle datation. Les vicissitudes d'Oropos ne devaient pas s'arrêter là, puisqu'en 366, en pleine paix, disent les orateurs attiques, les Thébains et les Érythréens s'emparèrent de cette place aux dépens des Athéniens, qui, dans l'impossibilité de la récupérer, exigèrent un arbitrage international dont l'échéance fut repoussée d'année en année par leurs adversaires. Mais la perte de l'Oropie comportait à terme un avantage pour Athènes. Elle laissait espérer un retour d'Érythrée dans le giron athénien,
car il est désormais avéré que les Athéniens ne pouvaient admettre une paix et une alliance avec les Athéniens qu'à la condition de voir l'Europie échapper à la domination de ces derniers. Il y a là comme une loi aisément vérifiable de géopolitique régionale. De fait, après plusieurs années d'hégémonie thébaine, pendant lesquelles s'amorce en Eubée un mouvement fédéraliste, connu essentiellement par une belle série de monnaies datables de ces années-là. Commence alors, vers 358, une période de dissension, enfin de guerre civile, dont même l'historien généraliste Diodore de Sicile se fait l'écho en son livre 16 pour l'année 357. Athènes en profite pour rétablir son influence dans l'île et en interdire l'accès aux Thébains. De ce tournant historique, les années 357-356 sont très importantes pour Athènes. On fut longtemps convaincu de tenir un double témoignage épigraphique. Si l'on se reporte, en effet, au corpus de Kirchner, en 1913, on constate en effet que deux inscriptions, les numéros 124 et 125, sont rangées côte à côte sous une seule et même rubrique, où peu s'en faut, des rebus euboïkis. L'appartenance du premier document à l'année 356 ne fait aucun doute, car on a là les restes d'un traité conclu sous l'archontat d'Agathoclès, bien daté de 357-6, avec la liste nominative, tout à fait exceptionnelle, de 8 des 10 stratèges athéniens qui jurèrent l'alliance au nom du peuple d'Athènes. On notera parmi eux les noms d'hommes politiques, de capitaines connus par ailleurs, Cabrias, Carès, Iphicrate. Cette inscription ne pose donc guère de problème d'interprétation. On notera simplement 3 petites choses. 1, il ne s'agit pas, contrairement à ce que l'on écrit souvent, d'un traité avec les 4 cités de l'île, mais d'un traité avec l'une d'elles, Charistos, la plus méridionale, mais laquelle mentionne, traité qui mentionne in fine, vous le voyez, des négociations menées par Athènes simultanément avec les 3 autres, à savoir Érétrie, Chalcis et Istier. À cette date, donc, il n'y a plus de koinon eubéen, d'une fédération qui serait un État de plein droit. Il faut, deuxièmement, rectifier la restitution en quelques endroits. Ainsi, à la ligne 6, au lieu de paratone carustion, on écrira simplement paracarustion, sans article, ce qui est la manière la plus courante de s'exprimer et qui permet d'éviter ensuite tout équivoque sur l'antécédent du pronom au datif, en écrivant homosai, des toutois, au lieu de dautois, c'est-à-dire et prêter serment, après avoir reçu les serments de la part des Charistiens, les stratèges prêteront serment à ces derniers, donc aux Charistiens. On voit enfin qu'au dessous de la liste des stratèges athéniens, il y a un blanc, un vacate assez important, mais il n'est pas exclu que plus bas encore est figurée la liste des Charistiens, des autorités charistiennes qui prêtaient serment. Donc, ce document antérieur à la césure épigraphique de 353-2 n'a pas été repris dans le corpus de Lambert. Dès à présent, en revanche, on trouve dans le fascicule 2, sous le numéro 399, vous le verrez tout à l'heure, un décret qui traditionnellement était rapporté à l'époque des négociations attico-eubéennes de cette année 357-6. Même contexte, pensait-on.
Mais en divers travaux, à partir de 1982, j'ai fait voir la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de cette datation trop haute. Il s'agit d'un document très original, où l'on voit un homme politique, Hégésippe Hégésippos de Sounion, connu pour avoir été un proche de Démosthène, proposer à l'Assemblée du peuple de confier au Conseil des 500, le soin d'intenter une action judiciaire pouvant mener jusqu'à la peine capitale à l'encontre des responsables d'une attaque armée contre le territoire d'Érythrée. Vous voyez, Périmène ton, Epistrateusanton, Eisten Koran, ten Erythréon. Et cela, la loi, dans le but de décourager à l'avenir toute incursion militaire à partir de l'Attique contre une cité alliée, Polis Summaquis, quelle qu'elle soit. Donc un décret qui, au-delà du sujet immédiat, avait une portée générale. Comme le montre d'ailleurs assez le fait que on prescrivait de l'afficher au moins sur l'acropole, dans le port, peut-être même sur l'agora, il y a une lacune là, kai ente agora éventuellement. La décision n'en était pas moins liée à un événement, encore une fois, bien précis, qui aurait été, selon l'opinion commune, la guerre de 357-6, la guerre de Diodore de Sicile, si l'on peut dire, un événement considérable au terme de laquelle furent conclus effectivement les traités examinés il y a un instant. Mais dans cette hypothèse, il n'était pas aisé du tout de comprendre pourquoi les Athéniens auraient été amenés à prendre des mesures contre les responsables d'une expédition dans le territoire d'Érythrée, puisque cette guerre, qui avait d'ailleurs été pan-eubéenne et non pas spécifiquement érythréenne, fut un incontestable succès pour Athènes, au témoignage, pour une fois concordant, de Démosthène et de son adversaire principal, Échine. De fait, les modernes se perdaient en conjectures sur l'identité des coupables, des citoyens athéniens agissant à titre privé, des Thébains, des gens de Chalcis. Mon propos, il y a 30 ans, fut de montrer que l'inscription devait être en réalité plus récente, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'après le nom Hégésippos, qui est tout au haut de la stèle, on avait toute la place requise, une fois supprimée telle restitution inutile, pour introduire son patronyme, Hégésiou, et son démotique abrégé, Sounius. Abrégement d'autant plus aisé à justifier, en l'occurrence, que l'absence de tout préambule développé avant la formule dite de sanction, edoxeto demo, s'expliquait, rendait plutôt probable qu'un autre décret, en réalité, avait été gravé au-dessus de celui-ci, la stèle étant mutilée aussi vers le haut. Or, on s'en souvient, c'est en 353-2 qu'a été introduite dans les décrets la nouvelle formule onomastique complète, avec patronyme et démotique. De fait, il faut descendre jusqu'en 348 pour trouver dans l'histoire des relations toujours compliquées, si je remonte le tableau de Carlier, entre Athènes et les cités de l'Eubée, une conjoncture qui réponde à la teneur de cette, encore une fois, très peu banale inscription. C'est alors en effet que les Athéniens furent amenés à intervenir de nouveau en Eubée, à l'appel cette fois d'un chef autoritaire, qualifié de tyran par ses ennemis, il s'appelait Plutarchos, pas Plutarque bien sûr, d'Érythrée, qui, à peine installé au pouvoir, se trouva en but à la pression exercée par une faction rivale, celle de Kleitarchos, un Érythréen, un futur tyran lui aussi. Démosthène et ses amis, donc Hégésippe de Sounion aussi, tentèrent, mais en vain,
de détourner leurs compatriotes de cette aventure pour concentrer les efforts de la cité sur l'envoi de secours que réclamait la ville d'Olynte, en Chalcidique. Vous voyez que, d'après le tableau de Carly, les événements sont tout à fait contemporains. Cette ville qui était assiégée alors par le roi de Macédoine. Je ne dis rien ici de l'expédition eubéenne elle-même, placée sous la direction, sous le commandement du stratège Phocion, ni de ses aspects topographiques dont nous parlerons peut-être dans un instant au séminaire, en relation avec l'organisation politique du territoire érythréen. Rappelons seulement que l'épisode le plus important de cette campagne eut lieu au cœur du territoire d'Érythrée, de l'Érythréade, près du bourg de Taminaï. Si les Athéniens, assurément, y remportèrent de justesse une victoire sur Kleïtarchos et sur les troupes eubéennes venues à son secours, ce succès militaire assez relatif eut un coût politique très considérable, puisque le roi Philippe parvint à s'emparer d'Olynte, en Chalcidie, et qu'en Eubée même, le tyran Plutarchos s'avéra un allié peu fiable. En fin de compte, le résultat le plus clair de la campagne fut de susciter ou de raviver l'hostilité des Eubéens en général, les Érythréens en particulier, contre Athènes. Aussi, dès 346, Démosthène s'en prit-il violemment dans son discours sur la paix, chapitre 5, aux responsables de cette guerre. J'ai donc émis l'hypothèse que les gens visés par la procédure judiciaire qu'énonce le décret d'Hégésippe n'étaient autres que ces gens-là, c'est-à-dire quelques-uns des hommes politiques les plus en vue aux côtés de l'Athénien Eubule. De fait, l'expédition de Phocion, connue par les sources littéraires, offre un remarquable point commun avec l'attaque à main armée qu'évoque l'inscription elle-même. Elles sont toutes deux dirigées contre le territoire d'Érythrée, Épithène Koran, et non pas contre la ville d'Érythrée. Mais j'ai essayé de faire valoir aussi quelques arguments pour montrer que si l'année 348 devait désormais être considérée comme la date la plus haute possible pour le vote et la gravure du décret, un certain laps de temps avait dû s'écouler avant qu'Hégésippe ne fut en mesure de faire voter une telle proposition, une arme de guerre, compte tenu de la conjoncture politique aux alentours de 346, date bien connue de la paix dite de Philocrate entre Athènes et Philippe de Macédoine. Paix qui ne tarda pas à faire l'objet d'un très vif débat mené précisément par cet Hégésippe de Sounion. En fin de compte, c'est l'année 343 qui m'a paru s'imposer comme étant le moment le plus approprié, voire le seul possible, pour placer le décret d'Hégésippe dans son contexte athénien et panhellénique. Mon interprétation a reçu un fort bon accueil, je crois pouvoir le dire sans forfanterie, de la part des épigraphistes puis des historiens qui en ont eu connaissance. Ainsi, Patrice Brun, dans son recueil Impérialisme et démocratie à Athènes, puis en 2006, dans les Greek Historical Inscriptions de Peter Rhodes et de Robin Osborne. C'est évidemment avec satisfaction que je constate aujourd'hui que la nouvelle chronologie s'est imposée également aux auteurs du corpus attique, puisque ce décret se trouve en bonne place dans le second fascicule et non pas dans le premier, comme cela eût été le cas nécessairement si la datation traditionnelle avait paru devoir être maintenue aux yeux de Stephen Lambert et de Angelos Mattheou, sans parler de Klaus Halloff, le maître d'œuvre de ce corpus aéré perennius. Pourtant, oserais-je le confesser, certaines choses me gênent un peu dans la présentation qui est faite maintenant de l'inscription. D'abord, on s'étonne que l'interprétation ancienne, si longtemps acceptée, n'ait pas été rappelée d'un mot, car ce silence empêche
de comprendre à partir de quand et pourquoi il y a eu changement d'opinion. D'autre part, le lecteur est placé devant le choix entre deux nouvelles datations mises sur le même plan. 348, prôné, nous dit-on, par l'historien allemand Martin Dreher en 1995 dans un ouvrage sur la seconde ligue athénienne intitulé Hegemon und Symmachoi. Ou alors 343, proposé par votre serviteur. Je vais mettre le... Pardon. Mais ce dilemme est largement artificiel, car Dreher dit expressément qu'il se range pour l'essentiel à mon opinion sur le contexte dans lequel doit prendre place l'inscription. Il croit cependant devoir rejeter l'idée que les deux expéditions athéniennes, celle de la tradition littéraire, rapportée par Plutarque en particulier, et celle du décret, ne puissent faire qu'un. C'est, écrit-il, en substance, qu'il n'y a pas trace de la moindre action en justice menée contre Phocion, ce grand et irréprochable stratégos, qui, en dépit de quelques déboires lors de sa campagne eubéenne, serait rentré à Athènes la tête haute. Dès alors, c'est seulement l'un de ses collègues, Égésiléos, qui, lors d'une seconde intervention à Érétrie, la même année, aurait commis quelques irrégularités en appuyant le tyran Plutarchos au-delà du mandat qui lui avait été confié par le peuple. Dreher est ainsi amené à penser que les hommes politiques à l'œuvre derrière le décret d'Hégésippe, c'est-à-dire Démosthène et ses amis, n'avaient aucune raison de différer leur accusation. Dès le 348, ils auraient été de taille à l'emporter sur leurs adversaires, et ce décret exprimerait la volonté du peuple athénien de tourner au plus vite la page afin que l'alliance avec les cités eubéennes pût perdurer grâce à de nouvelles garanties, malgré les incidents qui avaient émaillé la campagne de Phocion. De fait, Dreher pense pouvoir rapporter également à cette année 348 un document mutilé que vous avez là, déjà sous les yeux, faisant état de violence du droit, des adikemata, alliance à préserver entre Athéniens et Eubéens. Mais là, c'est à tort que le nouvel éditeur lui a emboîté le pas, avec un signe de doute, certes, pour la datation, car sur la base de critères très objectifs relevant de l'orthographe et du formulaire, il faut en réalité placer ce texte vers 355 au plus tard. Il n'aurait donc pas dû figurer, je pense, dans ce fascicule du nouveau corpus. Pour conclure cette leçon, qu'il me suffise de faire observer que l'éditeur aurait été bien inspiré de mettre le lecteur en garde contre l'exégèse de Martin Dreher, au lieu de le laisser dans l'embarras d'un choix factice et, chose plus gênante encore, devant un texte minimaliste qui néglige délibérément certains acquis. On constate en effet que Lambert n'a pas voulu, à la ligne 22, la fin, introduire dans la transcription le supplément proposé en 1982, qui fut accepté, comme certains, par Rhodes et Osborne, et d'abord par Dreher lui-même. Epainesai detus boetesantas, eretrioisin, calchideas, kai carustius. Décerner l'éloge aussi aux Chalcidiens et aux Charistiens venus au secours des Érythréens. Pourquoi tant de réticence face à une restitution pourtant obvie? C'est qu'en l'acceptant, on réduit à néant l'interprétation par laquelle l'historien allemand voudrait distinguer l'incursion mentionnée dans le décret de celle qui fut menée par Phocion et au cours de laquelle, précisément, l'homme politique Callias de Chalcis réussit à constituer une armée venue de toute l'Eubée, donc au moins les Chalcidiens et les gens de Charistos, pour secourir ceux des Érythréens qui étaient les victimes du tyran Plutarchos, soutenu par Athènes. De fait, il n'y a pas de sens à prétendre que cette guerre eubéenne
fut dans l'ensemble un succès, puisque Démosthène la qualifiait sans embâche en 346 devant l'Assemblée athénienne comme déshonorante et ruineuse, polémos adoxos kai dapaneros. Si Phocion lui-même ne fut pas traîné en justice et qu'il n'avait fait que conduire les opérations de la guerre elle-même, sans en porter la responsabilité, les vrais coupables, ce furent ceux qui trompèrent le peuple dans l'intérêt de Plutarchos, oi exapatesantes toi Plutarchoi ton démon, pour reprendre l'accusation lancée contre Égésiléos, neveu de Bulle, le premier personnage de l'État athénien. Or, dans son réquisitoire sur l'ambassade infidèle de 343, Démosthène s'en prend aux partisans de Bulle, désormais déconsidérés par une série d'échecs. Et il fait allusion au procès perdu naguère par cet Égésiléos. C'est donc un indice très sérieux en faveur d'une datation vers 343 seulement du décret d'Égésie. Un lustre après les événements de 348, quand enfin s'offrait une possibilité de l'emporter sur les anciens partisans du tyran Plutarchos, une occasion de regagner enfin la confiance des Eubéens désabusés. Mais c'est seulement en 341, après d'autres péripéties qui mirent fin à l'activité du tyran Clitarchos, que put être conclu un nouveau traité d'alliance entre Érétrie et Athènes. Ce traité, nous allons l'examiner dans le séminaire de tout à l'heure, en nous attachant surtout, dans une perspective institutionnelle, à la liste des magistrats érythréens. Mais j'attire dès maintenant, en une minute, votre attention sur un changement notable opéré dans le texte du traité proprement dit, qui fait mention d'un corps de 500 membres, Pentakosius, parmi les organes de gouvernement appelés à prêter serment du côté des Érythréens. Jusqu'en 1985, sans se poser beaucoup de questions, on a admis que c'était le Conseil, la Boulée d'Érythrée, laquelle aurait compté donc autant de membres que celle d'Athènes à l'époque classique. Mais dans un article publié à cette date, j'ai pu montrer que la restitution de la ligne E3 Eretrion Tenteboulen était non seulement invraisemblable, mais matériellement impossible. En lieu et place, il a été proposé d'introduire ici une mention des cavaliers, IPAS, puisque la liste des magistrats érythréens atteste précisément que les cavaliers furent amenés à jurer le traité aux côtés de leur hipparque. Or, ce supplément est expressément accepté aujourd'hui, on le voit, dans le nouveau corpus, sous le numéro 412, Kai IPAS tous Pentakosius. Il s'agit donc d'en tirer, avec une confiance accrue, les conclusions qui s'imposent au point de vue des institutions de la cité d'Érythrée. Je vous remercie.